C'est toujours un plaisir de revivre avec vous les moments forts de l'actualité de ces derniers jours. Madame, Messieurs, bienvenue dans votre émission La Rétro de l'actualité sur Gabon 24. Avant de recevoir les chroniqueurs de notre rédaction et notre invité, retenez que l'actualité de ce mois de juin a été fortement marquée au Gabon par la date des élections générales qui est connue le 26 août. Les populations devront exprimer leur suffrage et choisir leur futur président, leurs députés et leurs élus locaux. Et longtemps à l'arrêt ayant jusqu'ici constitué le ventre mou de la politique gouvernementale du Gabon. Plusieurs tronçons routiers sont en pleine réhabilitation de Libreville à l'intérieur du pays. On en parle dans quelques minutes. La Dame Culture de Gabon 24 sera des nôtres pour parler des beaux-arts. Libreville a été la capitale d'un festival dédié, nous le verrons. Et comme une sorte de malédiction sur l'équipe nationale, les Panthères seniors se sont inclinés face aux léopards de la République démocratique du Congo à Franceville. Les taux se resserrent donc pour les poulains de Patrice Neveu. Vous l'aurez compris, un programme alléchant, des chroniqueurs aussi percutants les uns que les autres. La rétro de l'actualité, c'est parti. À un mois des élections générales, on observe des défections de part et d'autre des bords politiques. Si le Parti démocratique gabonais peut se réjouir de l'arrivée de Jonathan Inyumba, le parti au pouvoir a du fil à retordre après le départ de la majorité du centre des libéraux réformateurs. Mais avant de revenir sur tous ces sujets qui ont marqué l'actualité, parlons d'abord de la fin du suspense. Le CGE a fixé les dates du calendrier électoral. Regardons cet élément, on se retrouve juste derrière. Mardi 11 juillet 2023, à 18 h, date limite de dépôt de dossier de déclaration de candidature pour l'élection du président de la République, pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale et pour l'élection des membres des conseils départementaux et des conseils municipaux de l'année 2023. Vendredi 11 août, à 0 h, ouverture de la campagne électorale pour le tour unique de l'élection du président de la République de l'année 2023. Mercredi 16 août 2023, à 0 h, ouverture de la campagne électorale pour le tour unique de l'élection des députés à l'Assemblée nationale et pour le tour unique de l'élection des membres des conseils départementaux et des membres des conseils municipaux pour l'année 2023. Vendredi 25 août à 24 h, clôture de la campagne électorale pour l'élection du président de la République, pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale et pour l'élection des membres des conseils départementaux et des conseils municipaux pour l'année 2023. Enfin, samedi 26 août 2023, de 7 h à 18 h, convocation du collège électoral pour l'élection du président de la République, pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale et pour l'élection des membres des conseils municipaux et des conseils départementaux pour l'année 2023. Et pour en parler, Orka Boudianza Mouele, directeur de publication de la Cigale Enchantée, organe de presse écrite, est déjà avec nous sur ce plateau. Merci Orka d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24. Merci Marielle, merci Gabon 24. Et juste à côté de vous, Dimitri Abourneur, qui n'est plus à présenter à nos téléspectateurs. Il viendra également apporter son point de vue, décrypter et analyser cette actualité politique. Dimitri, bienvenue. Bien, merci Marielle, c'est toujours un plaisir d'être à vos côtés pour commenter l'actualité politique sur Gabon 24. Déjà, la première question, c'est que la date des élections générales est connue le 26 août et non pas le 2 septembre, comme l'avait annoncé Jeune Afrique. Mais il se pose quand même une question. Quand on écoute l'opinion, celle de le temps, le délai des réclamations par rapport à la liste électorale. Est-ce que la liste électorale, bien sûr, on a clos l'enrôlement, mais il y a un délai pour aller vérifier tout ce qui s'y fait. Et il y a un délai également pour nous, citoyens, pour aller réclamer. Messieurs, est-ce qu'on pourrait parler de la fiabilité de cette liste, puisqu'on connaît déjà le calendrier électoral?
Déjà, il faut se poser la bonne question, Marielle. Oui. C'est de savoir pourquoi le CGE a décidé d'annoncer le calendrier électoral alors que la liste électorale n'est pas encore rendue publique. Oui. Donc, ça pose un problème de fond. Parce que vous avez des candidats qui aujourd'hui, des gens qui sont candidats, qui sont en train de faire des dossiers pour respecter les délais, Oui. mais qui ne savent même pas encore s'ils seront sur la liste électorale au final. Donc, il y a ce problème. Et là, on se dit, attention, il ne faut pas qu'on commence avec des problèmes qui pourront, au final, causer des soucis au niveau de la transparence électorale, de l'organisation même de ces élections. Surtout que là, on va sur 3 élections en un. Donc, il y a cette question qui a été posée. Et la société civile a d'ailleurs levé l'équivoque en se demandant pourquoi le CGE s'était précipité à annoncer le calendrier électoral alors que la liste électorale n'avait pas été bouclée et rendue publique. Et là, déjà, il y a un problème de fond. Je suis candidat, par exemple, à l'élection législative, mais je ne sais pas si je vais figurer sur la liste électorale. Or, la date donnée par le CGE m'oblige dès maintenant à préparer mon dossier. Vous voyez? Donc, il y a déjà ces problèmes-là qui se posent. Mais bon, je pense que le gouvernement a lors du dernier conseil des ministres, entériné le calendrier. Oui. La Cour constitutionnelle va sans doute le faire aussi. Oui. Et nous sommes aujourd'hui donc tenus aux dates données par le CGE. Mais, toujours est-il qu'il faut éviter ce genre de dérapage qui peuvent entraîner des problèmes dans l'organisation globale de l'élection, notamment des 3 élections. Dimitri, votre commentaire déjà sur cette question, mais aussi tout à fait. aller dans le sens où on va organiser quand même en un seul jour 3 scrutins. Est-ce que le Gabon est prêt? Oui, la question, elle est tout à fait pertinente, Marielle Biogou. Vous avez tout à fait raison de la poser dans la mesure où, on vient de le dire, les problèmes d'organisation peuvent commencer à se poser. Si on essaie de remonter un tout petit peu le temps, il y a des sonnettes d'alarme qui venaient de part et d'autre, justement pour interpeller sur l'organisation des élections. Et on a bien vu que, il faut le dire, le gouvernement a pris du retard dans le début des opérations électorales. Qu'est-ce qui explique cela? Bon, mais la question reste posée parce que, oui, on ne nous a pas donné forcément des explications concrètes là-dessus. On a vu que le moment de l'annonce du début de l'opération de révision de la liste électorale s'est fait assez tard. Tardivement. Et le retard pris a fait en sorte que finalement les choses sont obligées d'aller un peu plus vite. Mais voyez-vous, quand on accélère, il peut parfois y avoir certains manquements. On peut se féliciter déjà parce que c'était très attendu finalement ces différentes dates de ce fameux calendrier électoral. Le calendrier électoral peut être bien qu'il arrive à la suite de la pression due par Jeune Afrique, mais bon, finalement il a été annoncé, Orca vient de le dire. La liste électorale n'est pas encore publiée. On attend la publication définitive parce qu'il y a des primo-électeurs qui se sont annoncés. Il y a juste 3 jours qui sont prévus pour les différentes réclamations. Et à l'issue de ces réclamations, il y a tout un processus qui permet également de se tourner vers les tribunaux administratifs en cas de réclamation supplémentaire. Donc, toutes ces différentes étapes peuvent finalement empiéter sur les dates qui ont été annoncées. Donc, oui, ça peut s'expliquer donc par le retard pris en amont, mais toujours est-il qu'aujourd'hui, les uns et les autres savent désormais quel est le calendrier électoral. Donc, je pense que de plus en plus, ils sont en train de s'affairer pour pouvoir prendre part à ces élections. Sur la deuxième question, est-ce que le Gabon est prêt? Est-ce qu'on est prêt? C'est une première expérience. Vous savez que toutes les œuvres humaines sont perfectibles, mais si on regarde quand même, on regarde un tout petit peu ce qui s'est fait en 2018. Il y avait déjà eu l'organisation des élections couplées, législatives et locales. Et bon, disons qu'elles se sont plus ou moins passées dans le calme. Correctement. Et justement, cette interrogation était entendue ici et là. Est-ce que les 3 élections vont être organisées en même temps ou bien il y aura d'abord l'élection présidentielle et puis ensuite les locales et les législatives? Bon, le président du CGE a donc mis fin au suspense et les 3 élections vont se faire en une. On attend de voir ce que ça va donner, mais je pense quand même que le Gabon a souvent été habitué à ces grands défis et généralement, les choses se passent plus ou moins comme elles ont été prévues.
En tout cas, on l'espère, puisque la concertation politique qui s'est tenue, messieurs, en février, visait également à peser les lendemains électoraux. Donc, on espère que ce scrutin en 3 en 1 ne viendra pas raviver les tensions qu'il y a eu en 2016. On espère que cela se passera bien, comme disait Dimitri. À côté de cela, pour les candidats à peu importe l'élection, présidentielle, législative ou encore locale, il faudrait constituer le dossier. L'un des éléments qui constitue le dossier, c'est la déclaration de biens. Messieurs, vous avez suivi, comme moi, l'actualité. On a eu un décret qui a été pris où il fallait payer cette déclaration de biens. Et par la suite, on a Geoffroy Foumbula Libeka. Son nom n'est plus inconnu du grand public puisqu'il a eu finalement l'habitude d'aller vers la Cour pour, je n'ai pas envie de dire, remettre en question les décisions du gouvernement, mais ça a encore été le cas cette fois-ci, accompagné de l'Union nationale, bien sûr. Ce décret a donc été annulé par la Cour constitutionnelle. Votre commentaire, Orca? Mais déjà, ce genre d'événement atteste de ce qu'il y a quelque part au sein du gouvernement une sorte d'impréparation. C'est-à-dire, on met la charrue avant les bœufs et on ne s'entoure pas de toutes les garanties nécessaires pour que les choses se passent bien. Parce qu'il aurait simplement fallu s'asseoir, discuter et se rendre compte à la fin qu'on n'avait pas besoin de faire payer cet élément. Oui. Voilà. Donc, on n'a pas besoin à chaque fois que la société civile, et dans le cas d'espèce Geoffroy, tire la sonnette d'alarme, saisisse la Cour constitutionnelle pour enfin que cette décision soit invalidée. Et cela démontre qu'il y a une sorte d'impréparation. Et lorsque je reviens sur ce que vous êtes en train de dire, on va organiser 3 élections en une. C'est inédit. Mais pourquoi aller dans l'expérimentation d'une élection, de 3 élections, alors qu'il y a des craintes, alors qu'on n'a pas cicatrisé les plaies de 2016, alors qu'on sait très bien qu'en 2016, les choses se sont très mal passées et qu'il faut à tout prix éviter un pareil scénario en 2023. Donc, il faut s'entourer de toutes les précautions nécessaires, les préalables pour que les choses se passent bien. Alors, je ne comprends pas pourquoi on fait une expérimentation à ce niveau. Et lorsqu'on revient sur ce qui est en train de se faire, on relève déjà, sur ce plateau avec vous, on relève déjà certains préalables qui ne sont pas respectés. Le fait qu'on annonce un calendrier électoral alors que la liste n'est pas encore rendue publique, c'est une anomalie. Aujourd'hui, la société civile saisit la Cour constitutionnelle pour faire annuler le décret qui rend payable qui demandait de faire payer la déclaration de biens. Voilà, là encore, c'est une autre anomalie. Et vous voyez, on est déjà à 2. Avant même que les vraies choses, c'est-à-dire que l'élection en elle-même soit organisée. Ça pose déjà problème et je pense qu'il faut à ce niveau que le gouvernement se ressaisisse et que le CGE aussi prenne clairement ses responsabilités en faisant les choses le plus correctement possible pour éviter toutes les tensions le 26 août. Donc ou post-électoral. Dimitri, c'est intéressant ce qu'Orca dit. J'ai envie de vous poser la question de savoir, est-ce qu'on ne constate pas aussi avec ce acte posé par Geoffroy Foumbula une sorte de maturité de la société civile gabonaise et qui finalement gagnerait à travailler aux côtés du gouvernement, pourquoi pas, pour organiser tout ce qu'on est en train de dire là, tout ce processus électoral. Tout à fait d'avis, Marielle Biogou. Vous l'avez dit, Geoffroy Foumbula n'est plus à présenter. Il n'est pas à sa première action citoyenne, mais vraiment des plus nobles et réussies. Moi, je vois 2 choses dans cette décision de la Cour constitutionnelle. La première, Orca vient de le dire, c'est une impréparation, clairement une impréparation du gouvernement. C'est la 2e fois qu'on se retrouve que Geoffroy Foumbula pose ce type de problème à la Cour constitutionnelle. On parle des éléments de base. La hiérarchie des normes, ce sont les premiers enseignements. On parle en première année de droit. La hiérarchie des normes, un décret ne peut pas annuler une loi ou encore un arrêté ne peut pas annuler un décret, comme on l'avait vu par le passé. Donc, clairement, oui, il s'agit d'une impréparation dans la mise en œuvre d'un certain nombre de politiques publiques. La deuxième chose que je vois, et je le disais tout à l'heure, bon, le Gabon a quand même ses institutions. Ces institutions sont en place et elles se manifestent toujours au moment opportun. La Cour constitutionnelle essaie toujours de veiller au grain
à rendre le droit, à dire le droit, et Oui. rien que le droit, même si elle fait parfois l'objet de nombreuses critiques. Comment comprendre finalement le fait de faire payer le retrait de fiches de déclaration de biens? Bon, vous savez, notre administration connaît aussi pas mal de difficultés en termes de ressources propres. La Commission nationale de lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite, c'est une autorité administrative indépendante et il a souvent été demandé à ces différentes administrations de trouver les voies et moyens de faire entrer des ressources propres. Bon, le principe, on le comprend. Il y a plusieurs autres moyens, bien sûr. Dimitri. Et surtout qu'on peut comprendre le principe, ce d'autant que cette décision a également été prise au moment de la concertation politique. Et ils sont tombés d'accord sur le fait qu'il était important que les uns et les autres viennent faire leur déclaration de biens pour qu'on sache, avant élection, qui est propriétaire de quoi, de combien. Malheureusement, la loi a eu raison de cette décision. Parce que, simplement, Orca vient de dire, l'impréparation. À côté de cela, messieurs, l'arène politique est en ébullition. J'ai envie de dire, on a commencé à s'habituer finalement à la veille de concertation électorale à ce que d'un bord comme d'un autre, il y ait des hémorragies, j'ai envie de le dire comme ça. On en parlait déjà à la dernière émission. La première, on va parler de Jonathan Inyumba qui quitte les démocrates, donc le parti de Nguizou Badama, et rallie le Parti démocratique gabonais. Messieurs, est-ce que Jonathan Inyumba a réussi à faire saigner les démocrates, Orca? J'ai envie de dire que c'est une arnaque. C'est-à-dire la démission de Jonathan Inyumba, c'est de l'enfumage. Tout simplement. Je vous explique pourquoi. Parce que ce monsieur est vice-président des démocrates, donc un parti de l'opposition. Oui. Il décide de son propre chef de démissionner du parti Les démocrates. C'est son droit le plus absolu et personne ne peut le contester. Alors là où on trouve que c'est de l'enfumage, on a analysé, c'est que ce monsieur dit lors de la tournée du président de la République, Monsieur le Président, moi tout seul, je ne peux pas vous apporter grand-chose. Donc je viens avec un député, un sénateur et une dizaine de conseillers municipaux. Ah ouais. Donc en gros, c'est les élus du parti Les démocrates dans la Nyanga qui démissionnent avec M. Jonathan Inyumba. Vous comprenez? Et là, il a mis les mains aller plus loin en parlant d'une fusion-absorption. Ça veut dire que c'est quasiment une partie du parti dans la Nyanga des élus qui vont être absorbés par le Parti démocratique gabonais. Mais tenez-vous bien, une semaine après, les mêmes élus qu'il a promis emmener dans le Parti démocratique gabonais font une déclaration pour dire nous ne nous reconnaissons pas dans les propos tenus par M. Inyumba dans la Nyanga. Dimitri, est-ce que vous êtes d'accord avec Orca que c'est de l'enfumage avant de revenir à Orca? Je pense que ça, c'est la première ligne de démarcation entre Orca et moi, notamment sur cette question des démocrates, parce que nous avons eu la possibilité de nous rendre non seulement à cette réunion d'une partie des élus démocrates, donc à leur siège. Mais vous êtes également allé voir M. Jonathan Inyumba pour essayer de détricoter tout ça et comprendre un peu ce qui se passe. Là où vous avez raison, c'est qu'effectivement, dans l'annonce de Jonathan Inyumba, qui dit qu'il démissionne du Parti des démocrates pour revenir au Parti démocratique gabonais, c'est un engagement qu'il a pris et qu'il propose une fusion-absorption. En fait, là où il propose la fusion-absorption, c'est pour éviter aux élus qu'il estime être, qu'il estime lui être fidèles, de perdre leur mandat de député. Donc, Jonathan Inyumba est convaincu que ces députés sont de son côté, qu'ils veulent le suivre, mais craignent pour leur mandat de député qu'ils pourraient perdre. Mais quand il décide de démissionner... C'est là où... Oui, justement, je rebondis à ce que a dit Dimitri. C'est grave. Parce que, premièrement, les élus démocrates, ce sont des élus du peuple. Ce sont des députés, des sénateurs, des conseillers municipaux. Ils n'appartiennent pas à monsieur... On n'est pas élu de monsieur Jonathan Inyumba. Ils n'appartiennent pas à monsieur Jonathan Inyumba. Donc, monsieur Jonathan Inyumba ne peut pas décider comme ça que les élus du peuple démissionne. Donc, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les mêmes élus ont clairement dit qu'ils n'avaient jamais été consultés par M. Jonathan Inyumba. Donc, eux aussi, ils ont découvert, comme le reste du parti, la démission de M. Jonathan Inyumba. Que M. Jonathan Inyumba démissionne, c'est son droit le plus absolu et personne ne le conteste. Par contre,
Le fait de dire que je démissionne du Parti démocratique gabonais avec un député de Tchibanga, un élu oui. ou un sénateur, mais vous n'appartenez pas. Cet élu, même si vous avez participé à son élection, on sous-entend, on peut appréhender le fait que, bon, peut-être M. Inyumba a contribué d'une manière ou d'une autre à l'élection de ces élus, de ces personnalités. Mais à partir du moment où ils sont élus du peuple, ils n'appartiennent pas à M. Jonathan Inyumba. Oui, Dimitri. Alors justement, c'est là où je voulais en venir. C'est-à-dire que Jonathan Inyumba le dit, il est dans une logique de négociation. La première personne vers qui il s'est tourné, c'est le président du Parti des démocrates, en la personne de Guinzumba Dama. Qui d'ailleurs a totalement démenti, qui a clairement dit qu'il n'avait jamais été consulté par Oui, ça c'est sur la question de la récente démission. Il explique, sa logique était lors de la démission du maire d'Iramba. Lorsque le maire d'Iramba démissionne, lui également, il a des amis qui veulent le suivre dans cette logique. Et à partir de ce moment, se pose la question de leur radiation du parti ou pas. Et Jonathan Inyumba a présenté sa position au président des démocrates, clairement en disant qu'il n'est pas possible de les exclure du parti parce que ces personnes-là, ce sont des personnes qui suivent leur ami d'Iramba. Je crois que cette question peut encore passionner et qu'elle est d'ailleurs perçue de façon divergente d'une part et d'autre, messieurs, mais au pas de course, puisqu'on s'achemine un peu vers la fin de cette première partie de la rétro de l'actualité, j'aimerais qu'on parle également de l'autre côté PDG. Il y a eu le départ, on l'a suivi, on l'a tous suivi, du président du Centre des libéraux réformateurs, pas que lui, mais de son parti, de la majorité républicaine, associé Jean Boniface, pour ne pas le citer. Est-ce que cette démission, ce départ, traduirait, messieurs, un malaise au sein de ce regroupement politique de la majorité Orca? Non, pour moi, parce que la majorité présidentielle, parlons-en, c'est une coquille vide. C'est ce que le président Asselé a dit. C'est une coquille vide qui ne représente absolument rien. Rien surtout pour le Parti démocratique gabonais parce que... C'est votre avis, parce que quand ils sont à l'Assemblée, quand il faut voter une loi, mais ce sont les partis de la majorité qui votent la loi, pas que le PDG. Le Parti démocratique gabonais est majoritaire dans les institutions, aussi bien à l'Assemblée nationale qu'au Sénat. Donc le PDG n'a pas besoin du CLR ou d'un autre parti de la majorité présidentielle pour pouvoir faire passer une loi ou adopter une loi, ou encore même conduire la chose publique. Donc cette démission ne représente rien. Cette démission ne représente... Par contre, elle est perçue dans l'opinion comme un autre chantage. Comme une politique de chantage de M. Asselé qui est habitué, lorsqu'il a besoin d'avoir un certain nombre de privilèges ou de faire aboutir un certain nombre de demandes auprès de l'exécutif, et notamment de M. Ali Bongo, de procéder de la sorte. Ce ne sera pas la première. Il n'y a qu'à regarder le retour. Regardez le traitement qui a été fait de cette actualité. Pour de nombreux Gabonais, c'est du déjà vu, c'est du déjà entendu. Dimitri, est-ce que vous êtes d'accord avec Orca? Non, je ne suis pas d'accord avec Orca pour une raison très simple. Le PDG a toujours évolué avec justement ses partis alliés. Et ils ont souvent, vous l'avez dit, négocié pour pouvoir trouver des terrains d'entente lorsqu'il a été question de présenter des candidats dans certaines circonscriptions politiques. Là où le bas blesse, le problème qui se pose, c'est justement dans cette consultation, dans ce consensus qui a souvent prévalu par le passé et dont le président du CLR dénonce aujourd'hui la disparition. Jean Boniface Asselé estime qu'il n'est plus consulté en tant que parti de la majorité. Cette majorité est censée être un organisme bien structuré dans lequel il y a des organes, un secrétariat général, un comité de direction. Au sein de la majorité, il doit y avoir des consultations pour des arrangements politiques en disant, bon, nous sommes des alliés, nous allons à une élection, qui est-ce qu'on positionne à X ou Y sièges, etc. Mais sauf que ce qu'il constate, c'est que le Parti démocratique gabonais a sorti une liste
de ces représentants des organes décisionnels et dans son, si je puis dire, son giron, dans les circonscriptions stratégiques pour le CLR. Pour le CLR, il voit également des potentiels adversaires. Des personnalités influentes. Et surtout qu'il n'aurait pas été consulté. Dimitri, je suis en partie d'accord avec ce que tu dis et M. Asselé a bien raison de dire que aujourd'hui, la majorité présidentielle est une coquille vide et que justement, ils sont là plus en tant qu'accompagnateurs du Parti démocratique gabonais que d'autres choses. Il aurait aimé être consulté. Mais lui-même, il doit se rendre compte qu'il paie aujourd'hui le prix de cette turpitude. Ouais. Monsieur Asselé est quelqu'un qui dit une chose ce matin et dit son contraire le soir. Et puis, il faut aller décortiquer la lettre de démission. Et il n'est pas le seul la lettre dans de démission envoyée, là où il dit « Je quitte, le CLR quitte la majorité présidentielle pour négocier un autre contrat politique avec M. Ali Bongo. » Mais à un moment donné... Justement, je pense que c'est pour arriver au consensus. Permettez que je termine. Rapidement, messieurs, terminez parce que ce sera... Voilà, donc j'ai envie de dire... Votre mot de fin, Orca, oui, allez-y. Déjà Oui, déjà. Ça va vite. Ça va vite. Non, je voulais dire qu'il y a encore quelques années, le CLR était un parti de la majorité présidentielle qui pesait énormément. En 2018, non pas 2018, en 2011, si ma mémoire est bonne, c'est le CLR qui permet au PDG de ne pas perdre le tête de ville parce que ce sont les conseillers apporter l'apport du CLR qui a fait en sorte que le PDG puisse avoir la majorité, la mairie centrale et contrecarrer l'Union nationale qui aussi avait un certain nombre de conseillers et qui voulait la mairie centrale. Donc c'est dire qu'à un moment donné, le CLR était en position d'imposer ses choix en position de force par rapport au PDG. Or, le fait d'avoir toujours des positions pas très claires, ambivalentes, on ne sait pas où il va ou ce qu'il cherche, ça donne l'impression dans l'opinion que M. Asselé n'est pas une personnalité politique très crédible et sont partis avec. Conséquence, vous avez un parti, le CLR, qui tout au long de ces dernières années n'a fait que perdre des élus, des personnalités importantes. Et comme je disais, ce sera votre mot de fin, Dimitri. Malheureusement, vous n'allez pas pouvoir prendre la parole. Ce sera pour la prochaine fois. Puisque les questions d'actualité passionnent toujours, je vous donne rendez-vous pour une autre émission. La rétro de l'actualité se poursuit sur Gabon 24. On termine cette première partie avec vous, messieurs. Merci encore à notre invité, Orca Boudianza Mouélé, directeur de publication de La Cigale Enchantée. Merci à Dimitri Abourneur. La rétro de l'actualité se termine pour cette première partie. On se retrouve juste derrière pour la seconde partie. Deuxième partie de la rétro de l'actualité, on parle de société, culture et sport. Miguel Mabiké était récemment à l'intérieur du pays où les travaux de la route ont été relancés à l'instar de ceux de la deuxième phase de la Trans-Gabonaise et de la voie de contournement de l'aéroport international de Libreville. On regarde ce reportage, on le retrouve juste derrière. Ce sont des travaux de réhabilitation des routes non revêtues qui permettront stratégiquement de relier 3 départements, notamment Sam-Mindik, 54 km, Sam-Medoune, 70 km et Sam-Bibassé, 84 km. C'est une priorité du chef de l'État. Nous devons arranger nos routes pour que les populations puissent circuler, pour que le commerce puisse être renforcé, pour que ceux qui produisent puissent vendre. Donc face à cette priorité de la route, le gouvernement a adopté un grand programme de réhabilitation des routes en terre pour permettre à 3 départements, Okano, Wele, Okomo, de pouvoir communiquer. Voilà ce qui justifie la présence aujourd'hui à Sam des membres du gouvernement pour lancer cet important projet. Prévu durer simultanément 8 mois pour chaque tronçon, ces travaux réalisés par SGTPL et Atricom concernent entre autres la remise en forme, le curage et le rechargement de la chaussée et des bourbiers. Nous avons 3 phases de travaux à réaliser. Nous avons l'ensoleillement, donc les travaux préparatoires. Nous avons le corps de la chaussée et nous avons aussi l'assainissement à réaliser. Sur l'assainissement à réaliser, il y aura
une coupure de trafic, presque tous les ouvrages seront remplacés. Financé à hauteur de centaines de milliards par l'État gabonais et la BAD, ce projet va faciliter le déplacement des milliers d'autochtones pour vaquer à leurs diverses occupations. La réhabilitation de ces tronçons de route est un ouf de soulagement pour nos populations. Elle facilitera les déplacements des populations vers les centres urbains pour bénéficier des prestations de services administratifs, des soins de santé et pouvoir écouler les produits de leur plantation. Les travaux d'entretien lancés ici dans la province du Wolanthem font suite à ceux de la province de l'Estuaire il y a un mois pour l'entretien de la route Ntoum-Coco Beach. Dans le cadre de ce grand programme de réhabilitation des routes prioritaires à travers le pays, la délégation du ministère des Travaux publics compte poursuivre cette dynamique dans l'ensemble des provinces du pays. Et Miguel Mabika est déjà avec moi sur ce plateau. Miguel, ça faisait un moment sur le plateau de la rétro de l'actualité. On vous s'est très occupé sur le terrain d'ailleurs. Merci d'avoir pris le temps de passer dans la rétro de l'actualité. C'est moi qui vous remercie, Marielle. Alors, je ne vous apprends rien. La route est une voie de communication, un facteur de développement. Mais on sait que les populations de l'arrière-pays du Gabon souffrent encore de l'état approximatif de certains tronçons routiers. Mimongo, par exemple, entre autres, est parfois coupé du reste du pays. Vous y étiez avec une délégation des travaux publics. Qu'est-ce qui s'y passe là-bas ? Exactement. Nous étions dernièrement avec une délégation des travaux publics sur place. Nous avions parcouru 3 grandes provinces, le Wolanthem, la Ngounié et la Nyanga. C'était vraiment une expérience merveilleuse, enrichissante. Mais surtout, ce qui m'a marqué, c'est au niveau de Mimongo. Mimongo, vraiment, l'état de la route au niveau de Mimongo est vraiment désastreux. Laisse à désirer. Vraiment, vraiment. Et on loue d'ailleurs le courage du président de la République qui s'y est rendu récemment. Exactement. Vraiment, les populations de Mimongo étaient vraiment très heureuses de recevoir cette délégation-là, venue tout droit de Libreville, pour leur annoncer que la route, c'est possible, parce qu'ils ont lancé le tronçon Mimongo, Pont-au-Fouet, long de 113,5 km. Mais vous avez dit que vous étiez également dans le nord. Là-bas, quels sont les tronçons concernés par ce programme ? Là-bas, au nord du pays, nous étions à Sam. À Sam, on a eu à lancer les travaux de 3 tronçons. Oui. Voilà. Sam-Bibas, c'est 83 km. Sam-Medoune, 110 km. Et Sam-Mindik, 53 km. Ensuite, nous sommes partis dans la Nyanga, plus précisément à Tchibanga, où nous avons annoncé aux autorités politico-administratives de la province que très bientôt, les travaux seront également lancés pour réfectionner la voie Tchibanga-Moabi. Alors, on a suivi avec beaucoup d'intérêt le reportage. Quels sont les travaux qui ont été lancés? Est-ce qu'il s'agit, par exemple, de bitumer ces voies ou de quel type de travaux il s'agit? Non, ces travaux s'inscrivent dans le cadre du grand programme d'entretien et de réhabilitation des routes non revêtues. Donc, il ne s'agit pas réellement de bitumer ces routes-là, mais de les entretenir pour permettre aux populations de mieux vaquer à leurs différentes occupations. La route qui est d'ailleurs un chantier important pour le Premier ministre actuel, je pense le chantier numéro 2. Et toujours pour rester sur ce volet des tronçons routiers qui sont en pleine réhabilitation, on a longtemps perçu d'ailleurs comme une nébuleuse la transgabonaise, mais vous êtes également passé par là pour aller dans l'intérieur du pays. Qu'est-ce qui s'y passe là-bas? La phase 1 est déjà presque achevée, parce que vous l'avez constaté dernièrement, le président de la République a eu à lancer la seconde phase, la phase Sine-Bifoun de 63 km. Donc, c'est dire que la première phase, c'est-à-dire PK24, du PK24 au PK105 de 81 km est déjà presque opérationnel. Presque opérationnel. En tout cas, les touristes qui vont souvent à l'intérieur du pays peuvent témoigner également que lorsqu'on dépasse la commune de Ntoum, on roule quasiment sur du billard pour aller vers Congo. Là également, on n'y croyait plus, tellement les gouvernements se sont succédés. On a parlé depuis des années de la voie de contournement de l'aéroport. Aujourd'hui, les travaux ont démarré. Où en est-on? Aujourd'hui, les travaux ont démarré au niveau de l'axe
Ali Banding, au Kala, les travaux ont débuté. Est-ce qu'on a des chiffres sur les tronçons qui ont déjà été réhabilités, qui ont déjà été faits? Bon, on ne va pas dire qu'il y a des tronçons qui sont déjà opérationnels, mais on peut dire déjà que c'est un linéaire de 4,5 km allant d'Ali Banding jusqu'au Kala, depuis le carrefour Camp de Gaulle. Voilà. Ceci va permettre de réduire les embouteillages. Comme vous le savez, il y a des embouteillages à l'entrée de la commune d'Akanda. Donc, ceci va permettre de réduire les embouteillages, mais également de permettre à soutenir le développement économique local en permettant la connexion routière. Oui, la connexion entre les deux communes de Libreville, et d'Akanda. À côté de cette voie de contournement, il y avait donc des habitations. On a dû déguerpir plusieurs. Est-ce qu'ils ont été dédommagés? Exactement. On peut dire que ces familles sont au nombre de près de 700 familles qui ont été impactées par ce projet. Et ces familles-là ont été dédommagées, d'autres en compensation foncière et d'autres en compensation financière. Donc, pour les compensations foncières, bientôt, dès ce mois d'août. Dès le mois d'août ou le mois de juillet? Dès le mois d'août. D'accord. Dès le mois d'août, ces familles-là rentreront en possession de leurs clés. Donc c'est du concret en tout cas, Miguel. Ces bâtiments-là se situent au niveau d'Ali Banding, dans le premier arrondissement de Libreville, où il y a un espace de 4,5 hectares qui a été dédié pour ces personnes-là, où il y a une soixantaine de maisons qui sont déjà presque terminées, plus que dernièrement nous étions allés visiter et les travaux étaient déjà en avance à près de 70%. J'ai oublié de vous poser la question. Quand on parlait des travaux à l'intérieur du pays, il y a un coût, et même j'ai envie de dire pour cette voie de contournement, où l'État gabonais trouve-t-il tout l'argent pour financer ces projets? Exactement, l'État gabonais compte sur ses partenaires financiers. Il y a déjà la Banque africaine de développement. Il y a également BGFI qui a octroyé plus de 60 milliards à l'État gabonais dernièrement. Donc, il y a aussi le Fonds autonome national d'entretien routier. Le FANER. Voilà, le FANER qui contribue beaucoup au financement de ces routes-là. En tout cas, nous comprenons avec vous, Miguel Mabika, que les chantiers de la route avancent. Merci beaucoup à vous pour tous ces éclaircissements et on espère vous retrouver pour une prochaine émission de la Rétro de l'actualité, peut-être pour parler d'autres tronçons routiers dans d'autres provinces du Gabon. Merci encore d'être passé. C'est moi qui vous remercie. Et c'est Dame Culture que nous retrouvons pour la suite. Davila Oubola a suivi pour nous la fête de la musique, mais avant de revenir sur cette actualité, Libreville a également accueilli le festival des Beaux-Arts. Regardons, on se retrouve juste derrière. C'est devenu une tradition, ce rendez-vous qui mobilise aussi bien les artisans, les acteurs culturels, les entrepreneurs, car par Beaux-Arts, il faut entendre l'ensemble des disciplines artistiques, lesquelles incluent l'architecture, la peinture, la sculpture, la gravure et bien d'autres. Le Romani Project est spécialisé dans les produits de la canne à sucre. Alors là, par exemple, nous faisons dans la production du vin local qu'on appelle naturellement le moussungu. Voilà, on l'a mis en bouteille pour rechercher les segments clients événementiels, surtout les événements d'affaires. Voilà, mais on a aussi des événements de type festif tels que les mariages, dans lequel le produit peut être intégré. Le temps d'une exposition-vente, plusieurs artistes et artisans proposent des produits originaux confectionnés par leurs soins. C'est intéressant, mais nous, le plus souvent, on se base sur le prix, les montants. C'est que les produits sont intéressants, mais il y a des fois, ce n'est pas à la portée de nos porte-monnaies. Donc c'est un peu ça, mais sinon, c'est intéressant. On va un peu faire le tour pour voir si on peut prendre quelques produits. Pour cette deuxième édition, des innovations ont été apportées, surtout en termes d'organisation, qui, contrairement à la précédente édition, a connu une forte mobilisation. Jusqu'à hier, nous avons un effectif considérable, mais ce matin, nous avons été surpris de voir le nombre doublé par 2. C'est formidable. Parce que nous avons l'agroalimentaire, nous avons dans le cosmétique, nous avons des produits, des ustensiles de cuisine, nous avons de la menuiserie, comme vous pouvez le constater avec les canapés, nous avons l'exposition des œuvres d'art. Foire internationale, conférences, masterclass, prestations d'artistes sont au programme 5 jours durant de ce festival avec un seul objectif, celui de permettre aux artisans de se faire connaître, mais surtout de tirer profit du fruit de leurs mains.
Alors David, on dit que la culture, c'est ce qui reste quand on a tout oublié. Est-ce que vous êtes d'avis? Oui, on le dit et on ne le dira jamais assez. Il est possible de tout perdre, mais la culture est loin d'être ce que nous devons oublier. Et c'est un plaisir de me retrouver encore sur ce plateau de la rétroactu pour une énième fois pour parler de ces questions culturelles qui nous passionnent tant. Plaisir partagé, David. Alors que retient-on? On sait que vous l'avez suivi, je l'ai dit à l'entame de mon propos. Que retient-on du Festival des Beaux-Arts dans sa deuxième édition? Un festival qui a pour objectif de permettre un cadre d'expression aussi bien pour les artisans gabonais et tous ces artistes dotés qui sont pétris de talent, car il faut le dire, les artisans gabonais, ils sont pétris de talent. Beaucoup sont dotés d'une créativité, mais pas possible, Marielle, mais il manque souvent de cadre d'expression. Oui. Et donc, la deuxième édition du Festival international des Beaux-Arts se voulait être justement ce cadre d'expression pour ces artistes, pour ces artisans qui n'ont pas souvent de cadre d'expression. Un carrefour aussi, une rencontre, des échanges avec ceux qui venaient aussi de l'extérieur, puisqu'on parle quand même d'un festival international. Tout à fait. C'était non seulement pour permettre à ces artistes et artisans d'avoir un cadre d'expression, mais à côté de cela, il y a également eu des échanges B2B avec des artistes, artisans locaux, et également ceux qui reviennent de l'extérieur du pays. Occasion tout indiquée de valoriser les potentialités dont regorge la culture, l'artisanat au niveau national. Parce que comme je le dis, ils sont pétris de talent, ces artistes. J'ai eu la possibilité de les côtoyer. J'ai couvert le festival du début à la fin, mais j'étais simplement waouh, j'étais émerveillée. Alors, de voir toutes ces personnes, quand on parle d'artistes, d'artisans, David a peut-être éclairé aussi l'opinion. Est-ce qu'on se limite aux peintres? Est-ce qu'on se limite aux artistes qui font de la musique? À qui pense-t-on? Lorsqu'on parle du Festival international des Beaux-Arts, quand on parle des Beaux-Arts, on voit le secteur de la sculpture, on voit le secteur de l'artisanat. Tous ces éléments sont mis en exergue lors de ce rendez-vous, justement. Et c'est ce que je dis simplement, que vraiment, ce genre de rencontre, c'est à féliciter, c'est à encourager. Comment est-ce que nous, on peut l'encourager? Mais c'est déjà d'en parler, d'assister à ces événements, d'acheter également, pourquoi pas? Parce qu'il va également encourager effectivement la production les initiatives de ces Gabonais. Il faut encourager la production locale, non pas pour dire qu'on ne va plus prendre ce qui revient de l'extérieur, mais il est important d'encourager nos artisans, d'encourager tous ces entrepreneurs qui se battent au quotidien pour nous faire vivre ce que nous avons vécu lors du festival, lors de ce festival des Beaux-Arts. À côté de tous ces artistes, on a les artistes musiciens, je les citais déjà, et on parle de la fête de la musique. Vous allez peut-être rappeler c'est quelle édition qu'on a commémorée cette année 2023. Quelle a été la particularité de cette fête de la musique, d'autant qu'aujourd'hui au Gabon, l'artiste est doté d'un statut? Ah oui. Le statut de l'artiste, oui, c'est une problématique qui participe à l'essor du secteur culturel au Gabon, parce qu'il faut le dire, s'il faut revenir avant de parler de la fête de la musique, lorsqu'on parle du statut de l'artiste aujourd'hui, les artistes eux-mêmes qui sont concernés par cette question, ils sont satisfaits, ils sont en pleine émulation, ils sont contents du fait que, à partir de maintenant, ils seront au moins dotés d'un statut juridique. À l'issue de cela, ils pourraient bénéficier d'une carte professionnelle. Donc, et on finit avec la fête de la musique. La fête de la musique. Donc, ravis de retrouver la scène. On en parlait déjà l'année dernière, puisque c'était la fin de la pandémie de la COVID-19. Effectivement. Ils sont davantage prêts et ils étaient encore un peu plus là pour égayer leur public, pour retrouver leurs fans, David. Oui, c'est ce qui s'est passé. L'année dernière, l'édition 2022, comme on le disait, on sortait de plein pied de la COVID-19. Et donc, lorsqu'on a organisé la fête de la musique qui était axée autour du thème instrument traditionnel et musique moderne. Donc, c'était un peu l'occasion pour ces artistes de renouer avec la scène. Mais là, on est à l'édition 2023. On commémore cette année la 40e édition de la fête de la musique. Excellent. Et la particularité cette année, c'est que
elle tourne autour de la thématique de l'afropop et du tradi moderne. Donc tous ces artistes gabonais qui évoluent dans le secteur de l'afropop, du tradi moderne, sont mis en évidence. Ils ont été mis en évidence lors de ce grand concert. Effectivement. Et donc la particularité cette année également, c'est que c'est vrai, on a commémoré la fête de la musique le 21 d'ailleurs, comme ça se fait à l'échelle internationale. Mais la particularité, c'est que comme la période correspondait aux fins des examens, donc il fallait d'abord laisser la possibilité aux élèves, surtout qui passaient le baccalauréat, de se concentrer sur leur examen. Et donc, c'est après délibération que la célébration de la fête de la musique a eu lieu, donc le vendredi 30 juin. 30 juin, et ces élèves ont pu bénéficier donc effectivement, de la fête l'occasion qui a de le d'ailleurs voir été en belle. image. Entre la période du 21 et la période du 30, date de la célébration de la fête de la musique, plusieurs masterclass ont été organisées justement pour permettre à ces artistes-là de maîtriser la scène. Parce que c'est vrai, beaucoup, quand je parle de beaucoup, surtout ces artistes de la nouvelle génération qui peut-être prennent la scène, ils sont peut-être à leur premier pas. Ils sont dans beaucoup d'improvisation. Justement, dans beaucoup d'improvisation. Et donc, pour éviter justement cela, cette année, à l'initiative du ministère de la Culture et des Arts, entre la période du 21 et du 30, des masterclass ont été organisées, notamment sur la gestion de la scène, avec le ministre des Arts du Spectacle, Franck Dibo. Également, l'autre thématique, elle portait déjà sur le mix et le mastering. Et c'est le ministre de la Culture lui-même qui a animé cette masterclass. C'était justement pour permettre à ces artistes, particulièrement ceux qui évoluent dans l'afropop et le tradi moderne, d'être bien sur scène, comme on peut le dire, et puis donner un spectacle comme on a pu le voir sur les images. On peut ressentir la passion de Davile Obola pour ces questions de culture, le secteur culturel qui se structure au niveau du Gabon. Merci beaucoup à vous, Davila. C'est toujours un plaisir de vous avoir, vous qui apportez et qui donnez de la couleur à cette émission de la rétro de l'actualité. Merci encore. Pour la boucle, on parle essentiellement de football dans cette émission avec l'élimination des Panthères version U23, mais également la défaite des seniors face à la RDC. Reportage, on retrouve Rodney Ovono juste derrière. Les hommes de Patrice Neveu ont été malmenés par les Léopards de la République démocratique du Congo à domicile. Après avoir manqué une occasion de se qualifier à Khartoum au Soudan, le Gabon a de nouveau raté le coach et perdu le match qu'il ne fallait pas perdre. Au stade Rénovation de Franceville, qui n'est d'ailleurs plus depuis le 18 juin 2023 une citadelle imprégnable. Pourtant, ce ne sont pas les occasions qui ont manqué aux Panthères du Gabon. Denis Bouanga, Lloyd Paloun, Aaron Boupenza ont tous eu l'occasion de mettre le Gabon à l'abri, mais c'était sans compter sur une statistique peu flatteuse. La sélection gabonaise n'est que très peu à droite devant les buts depuis le début de cette campagne. 2 buts marqués en 5 rencontres, une déconvenue inquiétante alors que les Panthères ont paru dépassés au fil de la rencontre et avec des choix contestables de Patrice Neveu qui n'a pris que très peu de risques et n'a pas bousculé ses certitudes. La RDC a su pour sa part concrétiser ces 2 occasions qui ont conduit au 2 buts. Le tout renforcé derrière par le mur de Kinshasa gardé par le rock Chancel Bemba qui n'a laissé aucune chance à Pierre-Emerick Aubameyang. Les Léopards, bon dernier du groupe, avant cette rencontre, se relancent et occupent provisoirement la tête de la poule en attendant l'autre match du groupe Soudan-Mauritanie. Au sorti de cette 5e journée, le Gabon pourrait même occuper la 3e place du groupe. Si la qualification est encore possible, elle semble par contre difficile au vu du dernier adversaire des Panthères. Pour se qualifier pour la phase finale de la CAN 2023, le Gabon devra battre les Morabitoun à domicile, où les hommes d'Amir Abdou n'ont plus perdu depuis le 3 septembre 2021 et une défaite 2-1 face à la Zambie en éliminatoire de la Coupe du Monde 2022. Rodney Ovono vient de me rejoindre sur ce plateau. Merci Rodney d'être toujours d'attaque pour parler de football. Merci Marielle, ça fait toujours plaisir d'être là. Ça fait plaisir, mais les nouvelles ne sont pas bonnes. Rodney, permettez-moi, on a perdu sur nos installations à Franceville. Est-ce que finalement ce stade n'est plus notre porte-chance? Mais ce stade n'est plus notre porte-chance depuis la défaite des Panthères du Gabon face à la RDC. Rappelons-le que la dernière fois que le Gabon avait perdu à Franceville, c'était quand même en 1985. Oui. Donc il y avait quand même ce sentiment de sécurité, ce sentiment de fierté de ne pas perdre à Franceville. Mais malheureusement, les Panthères du Gabon n'ont pas su s'adapter au jeu congolais. Il faut quand même rappeler que
lorsque le Gabon a mal joué à Franceville dans le sud-est du Gabon, c'était un match nul. Un match nul. Oui, ouais. oui. Et même après le but des Léopards de RDC, on s'attendait quand même à ce que les Panthères réagissent parce que, rappelons-le, les Panthères du Gabon ont quand même eu 8 occasions franches de renverser la vapeur, mais malheureusement, on pêche quand même depuis le début de ces éliminatoires-là d'un manque criard de buts et surtout d'occasions transformées. On a l'impression qu'on est toujours en train de s'accrocher au facteur chance pour ce genre de compétition. On a même l'impression qu'on minimise les questions fondamentales telles que les préparations, les entraînements, etc. Est-ce que finalement, ce n'est pas le moment de faire du ménage dans la tanière? Alors, faire du ménage dans la tanière, oui, certainement, mais faire du ménage dans quoi? Est-ce qu'il faut... parce que là, il y a un mix entre l'ancienne génération qui est en train de partir, Pierre-Emerick Aubameyang, Mario Lemina, qui sont déjà trentenaires. Qui sont d'ailleurs revenus pour ce match. Qui sont d'ailleurs revenus, non pas seulement pour ce match, mais pour terminer les éliminatoires. Mais il y a aussi une nouvelle génération. Mais qui n'était que l'ombre d'eux-mêmes, malheureusement. Malheureusement, on a attendu un Pierre-Emerick Aubameyang, mais en tant que fan, oui, mais en tant que spécialiste de la question, vous serez d'accord avec moi qu'il n'était pas nécessairement en forme parce que déjà, il n'a pas beaucoup joué durant toute l'année. Il a marqué, je crois, 3 buts, toutes compétitions confondues. Donc, c'est vrai que le nom Pierre-Emerick Aubameyang fait encore rêver, mais sur le terrain, il s'est quand même fait manger par Bemba. Est-ce que finalement, ce n'est pas ce mix qui pose problème? Est-ce que ce n'est pas l'influence des anciens qui freine un peu les nouveaux? Certainement, dans la mesure où je crois que Patrice Neveu aujourd'hui n'a pas, je ne dirais pas le courage, mais il est généralement assis sur ses certitudes. Vous avez un Denis Bouanga qui performe en Amérique, de l'autre côté de l'Atlantique, mais lorsqu'il vient au Gabon, il a du mal à mettre le but le plus essentiel. Est-ce qu'il ne faudrait pas aujourd'hui rebattre les cartes, de se dire on va prendre des petits nouveaux comme Chabi Babika? Je pense que ça devient un impératif. Ça devient un impératif parce que depuis la première journée, le Gabon n'a marqué que 2 buts. Dont un pour un défenseur et un autre pour un attaquant qui ne joue même pas titulaire. Donc, jusqu'aujourd'hui, Bouanga n'a pas marqué, Jim Alevina n'a pas marqué, Boupenza n'a pas marqué. Pierre-Emerick Aubameyang est revenu, il n'a toujours pas marqué. Donc, ça commence à faire lourd, sachant qu'il faudra aller en Mauritanie chez les Mourabitoun qui n'ont plus perdu depuis septembre 2021. Ça fait quand même long. Et là, on revient quand même dans le spectre de 2019, lorsque les Panthères du Gabon devaient aller chercher la qualification au Burundi. Et on sait ce qui s'est passé derrière. Cela faisait quand même un moment que le Gabon n'avait plus ressenti cette crainte-là parce qu'on s'est qualifié pour la Coupe d'Afrique au Cameroun avant la 5e journée, si je me souviens, entre la 4e et la 5e journée. En tout cas, c'était dans le début des éliminatoires. Et ensuite, nous avions l'occasion, je dis le Gabon avait l'occasion de se qualifier dès la 4e journée pour ces éliminatoires-là de la Coupe d'Afrique des Nations Total Énergie Côte d'Ivoire 2023, mais qui va jouer en 2024. Donc, dès le match contre le Soudan, le Gabon pouvait se qualifier. Contre la RDC ici, au Gabon, les Panthères devaient se qualifier. Ils devaient le faire. Comme on dit, la dernière balle du shérif, ce sera en septembre contre les Mourabitoun de Mauritanie. Ouais, c'est tout ce qui reste pour l'équipe de Patrice Neveu. À côté, on a l'impression que la malédiction poursuit également. Et désormais, les U23 éliminés de la Coupe d'Afrique des Nations lors d'un match face au Niger. Quelles leçons tirer de cette participation de notre équipe, des U23? Alors, lorsque vous voyez la communication de la Fédération gabonaise de football, au niveau des administrations, on était assez serein parce que l'administration de la Fédération gabonaise de football savait qu'elle devait remporter son combat, si je le dis ainsi, du moins face juridique contre la FECAFOOT. Mais après, quel était le ressenti des joueurs? Est-ce que les joueurs étaient dans les conditions? Je crois qu'il y a eu un problème de préparation. Ils ont pris un coup par rapport à toute cette histoire. Le championnat, il est arrêté pour ceux qui jouent au Gabon depuis quelques mois. Donc, ces joueurs n'étaient pas forcément en jambes. Et puis, il faut aussi quand même dire que cette équipe-là, je crois, n'a pas joué de matchs amicaux. Donc, elle n'a pas pu jauger son niveau par rapport à d'autres équipes. Maintenant, ce qu'il faut en tirer, c'est que malheureusement, pour ces catégories-là, lorsque vous êtes en U23, vous prenez de l'âge. Donc, ce n'est plus la même génération
qui va participer aux prochaines éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Et c'est quand même dommage parce qu'on avait une très belle équipe qui voulait... Cette génération qui avait remporté d'ailleurs la CAN en 2012. En 2011. Oui. Et ensuite qui a joué les Jeux Olympiques en 2012. Et il y a eu ce bonheur-là, lorsqu'on a regardé le premier match, de voir une étoile sur le maillot gabonais. Certains en ont même pleuré parce que c'est beau de voir une étoile sur un maillot. Ça veut dire qu'à jamais les premiers. C'est vrai que ce n'est pas cette génération qui l'a remporté. Il faut revenir 12 ans en arrière, mais il y a un travail qui doit être fait. Je crois qu'il faut remettre au goût du jour la question de la formation dans nos politiques sportives. Ce sera votre mot de fin. Merci beaucoup à vous, Rodney Ovono. C'est toujours un plaisir de parler de football avec vous. Merci Marielle, ce fut un plaisir. Et avec vous, on referme déjà cette émission hautement riche en analyse et en décryptage. Merci à notre invité Orka Boudianza Mouélé, directeur de publication de la Cigale Enchantée, un journal de presse écrite gabonais. Et merci à nos chroniqueurs Rodney Ovono, David Obola, Miguel Mabika et Dimitri Abourneur. La rétro de l'actualité, c'est fini pour aujourd'hui. Au revoir.